Good Morning Business, le grand entretien. La révolution des moyens de paiement accélère depuis la crise sanitaire. Les paiements sans contact sont devenus la norme dans les commerces. Les smartphones gagnent des parts de marché, mais n'ont pas détrôné la carte à puce traditionnelle. On va en parler avec Gilles Grappinet, directeur général de Worldline. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans un instant, on fera le tour de votre actualité. Croissance à 2 chiffres au 3e trimestre, croissance organique. Et puis des rumeurs de discussion avec le Crédit Agricole. C'est ce qu'annonce en tout cas l'agence Bloomberg. D'abord, ce changement, cette révolution, on a l'impression dans votre secteur que les choses ont évolué en 2 ans et demi autant que sur les 2 décennies précédentes. Oui, c'est très vrai. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Stéphane Pedrazzi, bonjour Laure. Oui, il se passe des choses profondes dans l'industrie des paiements parce qu'en fait, on change notre façon de vivre. C'est vrai que la pandémie a été un accélérateur considérable de l'adoption des paiements sans contact, vous l'avez dit, mais au-delà de ça, c'est en fait l'accélération de tendances qui étaient préexistantes depuis longtemps. Le digital se développe dans nos vies et le paiement électronique et digital, évidemment, lui-même, permet au digital d'accélérer. Donc on est au cœur d'un moment intéressant où l'Europe vient de franchir les 50% de transactions qui sont désormais non cash ou non chèque. Et il est probable qu'on va se rapprocher dans les 10-15 ans qui viennent de 80% de pénétration, ce qui est formidable pour une entreprise comme la nôtre. On était avec le patron de Capgemini à 7h45, allez réécouter en replay si vous avez raté cette interview. Il nous disait on a rattrapé le retard français sur la digitalisation des entreprises. C'est ce que vous voyez aussi sur l'ensemble des commerces que vous accompagnez ? Absolument, absolument, et de toute taille. C'est ça qui est très intéressant. Pendant un moment, le digital, c'était un peu l'apanage des très grands commerçants qui avaient des directions informatiques sophistiquées. Aujourd'hui, une des forces d'un groupe comme Worldline, c'est qu'on permet à des entreprises de toute taille de se digitaliser, de pouvoir prendre des commandes à distance, de pouvoir être payé par une app en magasin, de pouvoir, s'il y a trop de monde à la caisse, avoir un autre parcours client où on prend le produit qui vous intéresse, on sort en payant bien sûr, mais en payant d'une autre manière, et on enlève de la friction dans le parcours client, ce qui permet d'augmenter la croissance pour le commerçant. Le monde du paiement, c'est un monde dans lequel dès qu'on arrive à enlever de la friction, généralement les commerçants vendent plus. Et c'est au cœur de l'innovation du groupe. La révolution des moyens de paiement, le paiement sans contact, est-ce que ça pose de nouveaux enjeux en matière de sécurité ? Non, la sécurité, c'est une des obsessions de cette industrie. Cette industrie, elle repose sur un tripode qui est la facilité d'usage, parce qu'il faut que tout le monde puisse utiliser le paiement digital, y compris des gens avec des niveaux socio-culturels peu élevés. C'est des très grosses volumétries, on parle de dizaines de milliards de transactions, c'est le sang de l'économie qui circule, donc il faut que ça pulse à cette vitesse-là. Et c'est de l'hypersécurité, parce que c'est de l'argent qui circule directement. Là, c'est pas de la data qu'on va exploiter, c'est l'argent qui circule. Et donc ce tripode-là, il est fondamental. Mais une société comme Worldline, elle investit en permanence sur les tendances des 10 prochaines années. Par exemple, en ce moment, on teste dans notre laboratoire, ici à La Défense, le paiement palmaire, où il n'y a même plus besoin en réalité. Là, c'est vous directement qui authentifiez parce que c'est authentiquement vous. On ne passe pas par un code, on ne passe pas par un bout de logiciel planté quelque part dans une puce. C'est votre identité qui vous permet de payer. Ça, la c'est une biométrie, révolution. c'est l'avenir de la sécurité ? Je pense que la biométrie aura un rôle important dans nos futures expériences de paiement, que ce soit l'iris, la voix, la palme, le réseau veineux, les schémas de température corporelle, la circulation de l'électricité sur votre peau. C'est incroyable à quel point un individu est unique sur Terre. C'est inouï. Un marché colossal sur lequel les banques traditionnelles sont un petit peu en retard. Bloomberg a annoncé que vous discutiez avec le Crédit Agricole. On sait que vous avez discuté, on ne sait pas grand-chose d'autre. Vous discutez pour faire quoi ensemble ? Alors, je ne vais certainement pas commenter les rumeurs de Bloomberg, même pour vous faire plaisir, mais ce qui me permet de dire que ce qui se passe dans l'industrie européenne, à part l'innovation, c'est un mouvement qui lui-même est fantastique. C'est les alliances entre les très grandes banques qui ont des marques puissantes, une capacité de distribution qui reste remarquable, on le voit bien pour les services financiers, et des acteurs comme nous qui apportent l'échelle pan-européenne, la force de l'innovation, la force de la technologie. Ça marche très très bien. Nous, on a fait plus de 10 partenariats bancaires à travers toute l'Europe. Rien que l'année dernière, on en a annoncé 4 en Suède, en Italie, en Grèce, même en Australie. Et donc, c'est pas anormal qu'on voit notre nom partout en discussion avec des grands groupes bancaires. Vous auriez pu me parler des rumeurs qu'il y a aux Pays-Bas ou des rumeurs qu'il y a en Espagne. C'est un train de profond. On voit aujourd'hui une nouvelle alliance qui se crée entre les très grandes banques et les acteurs de la tech comme nous du paiement. Et ça gagne. Mais ça marche. C'est pas un rachat comme on peut voir. Les banques rachètent les fintechs. En général, c'est comme ça qu'elles captent l'innovation. C'est pas ça. Non, là, ce qu'on a déjà fait, et c'est plus que se projeter, c'est juste la réalité du groupe Worldline. Worldline, aujourd'hui, c'est plus de 10 grands partenariats bancaires où on associe dans un pays donné le leader bancaire local ou un des grands leaders bancaires locaux qui a sa force de distribution et sa marque et la technologie, les effets d'économie d'échelle, la puissance de Worldline
qui est comme focalisé comme un laser sur ce métier du paiement qui bouge tellement. Ça gagne. Vous êtes en train de nous expliquer que ça ferait un partenariat parfait avec le Crédit Agricole. Je suis en train de vous expliquer que de manière générale, ces partenariats sont parfaits à travers toute l'Europe et que les banques qui l'ont compris prennent l'avantage généralement dans leur marché. Il y a de plus en plus d'acteurs sur votre marché, notamment de jeunes fintech agiles. Est-ce que vous discutez aussi avec des fintech? Est-ce que vous avez des projets de rachat? Alors oui, il se trouve que vous aviez parlé de notre troisième trimestre. Lors de ce troisième trimestre, on a annoncé 2 acquisitions qui sont des sociétés de haute technologie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ça fait vraiment partie aujourd'hui de la stratégie de développement de l'entreprise que aussi d'avoir une stratégie d'acquisition ou d'investissement significatif dans des sociétés de technologie. Nous-mêmes, on ne va pas prétendre tout inventer tout le temps. On a une très forte capacité de développement. On investit près de 250 millions par an dans la R&D, dans le groupe Worldline. Ça n'empêche pas de voir qu'il y a des gens agiles et rapides qui ont trouvé une niche, qui ont trouvé un produit. Et on sait acheter et intégrer ce type de technologie. Worldline, c'est quand même près de 7000 ingénieurs. Donc, travailler avec des ingénieurs, c'est un peu notre code génétique aussi. Xavier Niel a lui aussi lancé sa solution avec Stencer, évidemment toujours avec la même méthode, casser les prix, faire moins cher. Vous regardez Stencer comment, vous, du côté de Worldline? Tout ce qui va aider à faire mûrir le paiement électronique en Europe, qui va toucher de nouvelles gammes de clientèle, qui convaincra des commerçants qui étaient hésitants à s'équiper, est une bonne chose. On a 50% encore en Europe de moyens de paiement en espèces, en pièces, en chèques à déplacer. Donc moi je trouve que la compétition est saine dans cette industrie, que il faut quand même savoir que c'est très difficile de disrupter cette industrie par le prix. L'Europe est un des continents les moins chers du monde en matière de paiement, beaucoup moins cher que les États-Unis, que l'Asie, que l'Amérique latine. On est déjà à des niveaux de prix extrêmement bas en Europe dans cette industrie. Bienvenue, mais bon courage, si je comprends bien. Je dis que c'est un métier qu'il faut faire effectivement avec la volonté d'être focalisé comme un laser dessus pour l'opérer à l'échelle pan-européenne dans les métriques de prix qui sont nécessaires. Mais tout le monde est bienvenu. Là, vous nous parlez de technologie. Comment est-ce qu'on améliore l'expérience utilisateur? J'ai cru comprendre que c'était vraiment l'alpha et l'oméga de votre métier. Ça, c'est fondamental, absolument. On améliore en fait en réfléchissant à tout ce qui ralentit le passage à la décision d'achat et ensuite la conversion de l'achat à un paiement effectif. Ça, c'est vrai dans les magasins, c'est vrai aussi en ligne. C'est vrai dans les deux. Les processus de validation, d'authentification à 2 facteurs sont trop compliqués, le client abandonne. Et c'est vrai. Des chiffres. C'est vrai, et c'est un fait que là, on a un débat entre le niveau de sécurité pour s'assurer que la personne qui est en train d'acheter, surtout à distance, est la personne qui a le droit d'acheter. Mais on peut améliorer ça de multiples façons. La principale d'entre elles, comme on l'évoquait, ça consiste à avoir des logiciels qui, derrière, analysent le contexte de la transaction. Si on vous a vu 10 fois sur une plateforme et pendant 9 fois, il n'y a pas eu de problème avec cette transaction, on peut désactiver le double facteur. C'est le choix du commerçant, c'est le choix de la banque et c'est aussi la technologie qu'on apporte qui permet d'enlever ce type d'hésitation avant de renforcer la sécurité qui effectivement peut faire abandonner. Et c'est aussi ce qu'on veut amener dans les magasins. Dans les magasins, on veut permettre d'avoir une liberté de parcours client qui à la fin ne sacrifiera jamais la sécurité. À la fin, le commerçant, il faut qu'il soit payé. Et il faut que la personne qui est achetée se dise, si j'ai un problème avec mon produit, il faut que j'ai quand même un ticket de caisse qui me permet de me faire rembourser ou de le faire réparer. Et ça, c'est au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que le paiement devient de moins en moins séparé de l'acte d'achat, de moins en moins séparé du marketing digital. C'est pour ça aussi qu'on remonte dans la chaîne, on se met sur les réseaux sociaux, on explore le métaverse, parce qu'on veut capturer très tôt l'intention d'achat pour y amener du paiement. Comment vous regardez le marché des cryptos? Avec envie, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus? On y est déjà, mais c'est très anecdotique dans le paiement aujourd'hui. À cause de l'hypervolatilité, il y a très peu de commerçants qui ont envie de recevoir de la crypto native sur leur bilan en échange d'un produit qu'eux, ils ont payé en euros ou en dollars. Donc aujourd'hui, nous, on permet à des commerçants intéressés de pouvoir permettre à leurs clients de payer en crypto, mais eux, ils vont recevoir la monnaie qui les intéresse, du franc suisse, de l'euro, etc. Ça reste complètement anecdotique. Aujourd'hui, les cryptos ne sont pas des monnaies, sont des assets digitaux très largement spéculatifs pour beaucoup d'entre eux. Il y a une grande difficulté, objectivement, en ce moment, à fabriquer même des stablecoins, parce qu'on voit bien que c'est pas facile de se mettre à l'abri des grands mouvements du monde. Donc c'est important pour nous. C'est comme ce qu'on fait toujours dans l'innovation, on se met exactement là où les choses commencent à apparaître, très tôt, on se met dessus pour comprendre ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, les cryptos, c'est pas une monnaie. Voilà, et c'est pas un moyen de paiement. Il faut être franc à grande échelle. Ça peut le devenir si le sous-jacent s'améliore, apporte de la stabilité, de la transparence et de la traçabilité réelle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je crois beaucoup plus aux initiatives que prennent les banquiers centraux dans le monde de fabriquer des versions digitales de la monnaie officielle
qui permettra... Vous allez y aller sur l'euro numérique. On est même un des 5 consortiums, effectivement, qui ont été choisis pour développer un des cas d'usage. Ouais. Les géants de la tech américaine ont publié des résultats cette semaine. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Est-ce que l'orage qui arrive vous inquiète ? Honnêtement, nous, ça va bien. Ça va bien. On a signé cette année, en 9 mois, la meilleure performance organique que le groupe a jamais faite depuis son introduction en bourse en 2014. On est à notre 4e trimestre d'affilée de croissance à 2 chiffres. Maintenant, on regarde comme tout le monde, on entend ce qui se passe autour de nous, on se dit que évidemment il peut y avoir des scénarios désagréables. Maintenant, la réalité d'une grande boîte de paiement comme nous, d'une grande société de paiement, c'est que on est posé nous sur la consommation domestique, pas sur l'ensemble des paramètres du PIB. On n'est pas concerné par l'export, on est peu concerné par l'investissement dans les entreprises, et c'est généralement extrêmement résilient. D'autant plus qu'on est en Europe où les gouvernements font énormément pour essayer de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc on regarde pas l'avenir avec une inquiétude excessive. Maintenant, on n'est pas en dehors de cette planète. Et évidemment, je préférerais qu'il n'y ait pas de drame en Ukraine, qu'il n'y ait pas de bombe atomique ou de bombes sales qui arrivent à l'est de l'Europe, à la fois pour des raisons humaines comme pour les impacts économiques. Je préférerais qu'il n'y ait pas de crise de l'énergie majeure qui perturbe des chaînes de production industrielle de premier plan en Europe. Et évidemment, on gère l'entreprise avec cette attention-là, que ce soit sur nos marges ou sur nos stratégies d'investissement. J'aimerais évidemment tout de suite être au mois de février pour voir comment s'est passé l'hiver et comment se présente l'année 2023. Ouais. Merci. Et pour l'instant, les carnets de commandes sont pleins. C'est ce qu'on retiendra notamment des dirigeants qu'on a reçus aujourd'hui. Et je confirme que l'économie va très bien. Merci beaucoup Gilles Grapinet d'avoir été avec nous, directeur général de Worldline. Vous pouvez réécouter cette interview en podcast ou en replay dans un instant. C'est le journal de 8h30.